Let's go. Aujourd'hui, on va parler donc de l'hétérogénéité des apprenants parce que c'est quelque chose qui est de plus en plus présent dans nos classes. On a des élèves qui sont très différents, qui viennent avec des problématiques, chacun vient avec ses problématiques, avec ses «dysfonctionnements» entre guillemets, et pourtant, bah, nous, il faut qu'on fasse avec un groupe qu'on a face à nous. Donc voilà, je vais essayer de vous donner quelques pistes, quelques astuces et on va surtout répondre à ces questions. D'abord, voir un petit peu qu'est-ce que c'est que l'hétérogénéité en classe de langue. Donc mon objectif, c'est pas de faire, une définition, mais plutôt qu'on voit un peu tous les aspects qui peuvent être englobés et qu'on voit les problèmes que ça pose et pour les apprenants et pour les enseignants parce que ça pose beaucoup de problématiques. Mais l'essentiel, ça va être surtout de trouver des solutions et de vous présenter quelques outils, pratiques qui peuvent vous aider à gérer toutes ces différences et l'hétérogénéité qu'on peut rencontrer. Voilà, puisque c'est ça le problème, c'est l'hétérogénéité en classe de langue. Déjà, le problème, c'est d'arriver à prononcer ce mot qui n'est pas toujours facile, hétérogénéité, mais ensuite le deuxième problème, c'est d'arriver à, gérer ça en classe. Alors, en théorie, notre classe, une classe, ça rassemble des élèves d'un même niveau, qui sont portés normalement par des intérêts proches, placés sous la direction d'un ou d'une professeur, qui dispense un enseignement commun, selon un rythme d'acquisition uniformément réparti, pour arriver à la maîtrise d'un niveau donné qui conditionne le passage au niveau suivant. D'accord? Donc si je remets tout ça dans notre contexte, on a des élèves qui sont censés avoir le même niveau scolaire, en tout cas pour vous qui travaillez sans doute dans le niveau scolaire, donc vous avez des élèves qui sont en telle année ou en telle année, qui sont portés par des intérêts proches. Alors ici, dans notre contexte, c'est plutôt un âge en fait proche, ils ont tous à peu près le même âge. Il y a un professeur ou une professeure qui va dispenser un enseignement commun qui est l'enseignement de la langue française selon le programme et la progression officielle du ministère, etc. Et l'objectif, c'est d'arriver à un niveau précis donc en fonction de l'année dans laquelle vous êtes, ils sont censés, les élèves, arriver au niveau A1 ou A2 ou B1, etc. Donc ça, c'est dans la théorie. On est censé être face à un groupe qui a plein de points communs. Mais dans la réalité, on a une forte diversité des apprenants. Alors, je pourrais faire des très longues listes et plein de listes différentes. J'ai choisi de vous montrer quelques origines des diversités. D'abord, on a la diversité linguistique. Peut-être que parmi vos classes, parmi vos élèves, vous avez des élèves dont la langue maternelle est l'espagnol. Peut-être qu'ils ne sont pas tous de langue maternelle espagnole, peut-être que certains ont appris l'anglais avant, mais pas tous, peut-être que certains maîtrisent plusieurs autres langues, mais pas tous. Euh, et puis peut-être que vous avez des élèves qui ont un meilleur niveau de français que d'autres, etc. Donc déjà, on a une diversité linguistique. Ensuite, à l'intérieur d'une classe, on a aussi des diversités socioculturelles. Il y a des valeurs, des croyances, des histoires familiales différentes, des codes avec le langage qui sont différents, des types de socialisation pardon, différentes, plus ou moins de richesse culturelle, des spécificités culturelles, etc. Donc, voilà, on a toutes ces différences. On a des différences psychologiques entre les élèves, bien sûr, en fonction de leur vécu, en fonction de leur personnalité, de leur motivation, de leur volonté, attention, etc., etc., de leurs énergies, bref, on a plein de... Et particulièrement chez les adolescents qui sont en plein bouleversement hormonal et psychologique. Et on a aussi une diversité cognitive, c'est-à-dire une diversité dans la manière d'apprendre, dans la manière d'aborder les connaissances, dans la manière d'acquérir des connaissances, dans les stades de développement du cerveau, ouais, du stade de développement opératoire, des modes de pensée, des stratégies d'apprentissage, etc. Chaque élève a une combinaison de toutes ces caractéristiques différentes. On a aussi, vous connaissez sans doute la théorie des intelligences multiples. Alors, en fonction de où vous cherchez des informations sur cette théorie, on vous parlera de 6 ou de 9 intelligences multiples. Alors, cette théorie reçoit de nombreuses critiques, mais ce qui m'intéresse ici, c'est de garder en tête que bah, nos élèves, ils ont effectivement
des manières de réfléchir et des manières de concevoir le monde qui sont différentes. Donc on peut avoir des élèves qui ont beaucoup de facilité à se repérer dans l'espace, d'autres qui ont beaucoup de facilité mathématiques, par exemple, d'autres qui ont l'oreille très musicale, etc., etc. Je ne vais pas faire le tour des 9 intelligences multiples, mais l'objectif, c'est de garder en tête que nos élèves sont tous différents et que peut-être un schéma comme celui-ci nous permet de penser, quand on prépare notre cours, à essayer de toucher un petit peu ces 9 domaines, peut-être, ou en tout cas d'alterner et de proposer des activités diverses qui vont nous permettre de toucher un petit peu ces 9 domaines. Ensuite, on a des attitudes et des stratégies d'apprentissage qui peuvent être aussi très différentes en fonction des élèves. Alors j'ai fait deux petites listes. Vous allez voir, vous allez sans doute penser déjà à vous-même. Vous allez trouver dans quelle liste vous êtes, enfin dans quels critères vous vous retrouvez, et puis à vos élèves aussi. On a des élèves qui ont l'esprit très pratique, d'autres beaucoup plus théorique. Des élèves très méthodiques qui ont besoin d'être organisés, et des élèves qui s'adaptent à plus de flexibilité. Des élèves qui décrochent à la moindre difficulté, et des élèves au contraire persévérants. Des élèves qui ont besoin d'une compréhension globale pour pouvoir avancer, et d'autres qui ont vraiment besoin d'aller dans le détail et de comprendre tout bien pour pouvoir avancer. Des élèves qui travaillent bien seuls, d'autres en groupe, des élèves qu'on appellera conservateurs, qui ont besoin de travailler d'une manière un peu traditionnelle, d'autres qui sont ouverts à différentes expériences, etc. Des élèves introvertis, extravertis, pardon. Des élèves intuitifs qui, par les sensations, etc., réussissent à comprendre certaines choses, d'autres qui ont besoin d'une structure beaucoup plus claire pour acquérir les connaissances, et des élèves qu'on dira plus réalistes et d'autres qui peuvent faire plus facilement appel à leur imagination. Voilà. Alors c'est des exemples, c'est pas du tout exhaustif, mais c'est pour garder en tête qu'on a une variété d'élèves dans nos classes, parce que souvent quand on pense hétérogénéité, on pense d'abord en tant que prof de langue aux différences de niveau de langue, et ensuite, on pense éventuellement à des 10, tout ce qu'on appelle les 10, dyslexie, dysorthographie, etc., etc. Mais en réalité, ça englobe vraiment beaucoup plus que ça quand on parle d'hétérogénéité. C'est lié à plein de caractéristiques différentes. Alors, on a aussi, voilà, je vous ai mis cette petite image parce que je trouve ça que c'est très parlant. Donc c'est une illustration qui se veut humoristique. On a un portrait des élèves dessiné par la maîtresse. Donc on a Louis en haut à gauche qui est trop vif, Anne qui est désordonnée, Pierre qui est aboulique, Henri qui est sous-doué, Charles qui est caractériel, Louise trop timide, Marie mal élevée. Et la maîtresse dit seul Joseph est normal. Et on a la maîtresse. Et si vous regardez bien, Joseph et la maîtresse se ressemblent énormément. Donc nous, en tant que prof, on a parfois l'impression qu'un élève est normal, je mets des gros guillemets à normal, hein, parce que on le sait qu'il n'y a pas de normalité, mais quand ils ont la même manière de penser, de concevoir les choses que nous, ou en tout cas quand on est face à un profil auquel on est habitué. Voilà, et il faut bien se dire que tout le reste existe, est possible, mais ça va être à nous ici peut-être de nous adapter aussi à eux, de même que eux vont devoir s'adapter à nous. Alors, qu'est-ce que ça pose comme problème, toute cette diversité dans nos classes? Déjà, ça pose des problèmes pour les apprenants. Alors, j'ai trouvé cette image que peut-être vous connaissez déjà, mais qui me paraît tellement résumer bien notre problème. Vous voyez, on a ici une diversité d'élèves qui sont représentés par des animaux. Donc, on a un oiseau, un singe, un pingouin, un éléphant, un poisson dans son bocal, une otarie et un chien. Et face à eux, un professeur qui donne la consigne et qui dit pour une juste sélection, tout le monde doit passer le même examen. Deux points, vous allez devoir grimper à cet arbre. Voilà, bon, il est évident que tous les animaux représentés ici ne vont pas pouvoir grimper à l'arbre, mais c'est un peu ce qui se passe dans la théorie, dans ce que je vous expliquais au départ. Un professeur est face à une classe qui est censée avoir le même niveau, les mêmes compétences, les mêmes centres d'intérêt, etc. Et à partir de là, on est censé proposer les mêmes choses à tout le monde. Ça, c'est la théorie. Mais on voit bien, avec cette image, je trouve que c'est très clair, que c'est pas possible. Donc ça, c'est la problématique pour les apprenants. Ils sont face à un professeur qui propose une chose, une manière de faire, et il faut qu'ils s'adaptent. Ensuite, pour les enseignants, bah, c'est un peu la même chose. On est face à une classe qui est très différente et notre objectif, ben, c'est d'amener tout le monde au même endroit. Donc, pour amener tout le monde au même endroit,
il va falloir trouver différents chemins pour pouvoir faire en sorte que chaque élève, avec ses particularités, soit capable, puisse arriver à la même destination, au même objectif d'apprentissage. Donc je trouve que ces deux images sont très parlantes parce qu'on a la même métaphore avec les animaux. Et voilà, il va falloir faire en sorte que le professeur trouve différents chemins, différents moyens d'arriver au même endroit. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour le professeur aussi? Ça veut dire que il faut trouver l'équilibre entre à la fois diversifier les activités, parce qu'on voit bien qu'on ne va pas pouvoir proposer la même chose à tout le monde, et en même temps unifier le groupe, faire en sorte que cette classe devienne quand même un groupe, et que ça ne devienne pas plein de petits groupes et qu'on puisse jamais faire quelque chose ensemble. Puisque l'objectif c'est d'arriver tous ensemble au même endroit, ça sera intéressant quand même de réussir à faire en sorte d'unifier un peu le groupe. Je vous montre une dernière image qui, je trouve, nous montre bien comment est-ce qu'on va pouvoir arriver à ça. Vous avez sans doute peut-être déjà vu aussi cette image. On a une classe à gauche, ce qui pourrait représenter notre classe avec la même chose pour tout le monde, les mêmes activités pour tout le monde. Bon, on voit bien que parmi les trois personnages à gauche, tout le monde ne profite pas de la même manière du spectacle ou de la classe, si on peut imaginer qu'on est dans une classe. Et à droite, là où notre travail va être de trouver des solutions différentes pour chaque profil d'élève, ce qui va être ce qu'on appelle la différenciation. Et bien ici, avec différents outils et différents supports, nos trois élèves, nos trois spectateurs ici, sont capables de regarder le même spectacle à la même hauteur. Donc je trouve aussi très parlant cette image qui nous montre bien que voilà, il va falloir aussi réussir à faire des ajustements pour que toute la classe puisse profiter de notre enseignement. Alors justement, ça nous permet d'arriver aux solutions et aux outils, ce qui me semble le plus important pour vous. Donc, solutions et outils. Pour vous présenter des solutions et des outils très concrets, je vais m'appuyer ici sur deux collections de livres. Donc, la collection qui s'appelle Diaporama, dont j'ai la chance de faire partie de l'équipe d'autrices. Diaporama, c'est une collection en 5 niveaux qui est réservée, enfin qui est plutôt destinée aux élèves de niveau lycée. Alors je dis lycée en France, mais vous voyez bien de quoi il s'agit. On va appeler ça des grands adolescents, parce que les thématiques peuvent intéresser plutôt des grands adolescents que des adolescents d'une dizaine d'années. Voilà, on a 5 niveaux, 5 livres, c'est divisé en 5, et on a la même collection qui est adaptée exactement au lycée, justement, en 3 niveaux, d'accord? Ce qui permet de s'adapter en fonction de votre rythme, de pouvoir choisir quelle version vous choisissez en fonction du rythme que vous avez, du nombre d'heures que vous avez avec les élèves et des objectifs que vous poursuivez. Et puis je vais m'appuyer sur une deuxième collection qui là justement est plus à destination des plus jeunes, qui est la collection qui s'appelle Les blogueurs, qui elle aussi est divisée en 5 livres. Et les blogueurs, c'est à destination plutôt des élèves du collège, de la SO, qui va du A1 jusqu'au B1 ou B2, j'ai un doute maintenant, je crois que c'est B1. Oui, j'ai un doute. Bon, je sais qu'Antonio va Oui, préciser c'est ça du dans bien. le chat. C'est du bien. B1, oui, c'est ça, j'ai eu un doute. Donc c'est bien du A1 au B1, euh, divisé en 5 niveaux. Et alors là, ce qui est intéressant, c'est que ça permet de... Là, on est en plein mois de la francophonie, en plein mois de mars. Ici, dans ce livre, Les blogueurs, dans chaque unité, on est dans un pays ou dans une ville francophone différente. Donc c'est vraiment un voyage à travers toute la francophonie. Et l'objectif, c'est que nos élèves rencontrent à travers les unités des adolescents francophones et qui, grâce à ces adolescents, découvrent un peu la vie quotidienne, la culture, etc., francophone de plein de pays différents. Voilà, pour vous raconter un tout petit peu ces deux collections. Mais je reviens à notre problème principal d'aujourd'hui qui est l'hétérogénéité. Et donc la solution, c'est la différenciation. Une des solutions, c'est la différenciation. Donc la différenciation, ça veut dire faire en sorte de proposer des choses différentes en fonction des problématiques des élèves et des groupes d'élèves. Donc, j'avais plein d'idées et de ressources à vous présenter, donc j'ai choisi de les
regroupés sous ces trois thématiques-là. Donc il y a à la fois la méthode de planifier, je vais vous expliquer, de regrouper les élèves et enfin d'aider. D'accord? Donc on va aborder ces trois points et pour chaque point, je vais essayer de vous proposer des solutions concrètes et des outils prêts. Donc, première chose, c'est planifier. Déjà, dans nos classes, quand on peut essayer de planifier l'espace. Je dis bien quand on peut, parce que parfois, on n'a pas la liberté de bouger les tables, etc. Parfois, c'est trop compliqué, trop chronophage. Parfois, simplement, les tables sont fixées au sol, donc on n'a pas cette possibilité. Mais on va partir du principe qu'on a de la chance et qu'on peut bouger un petit peu nos plans de classe. Et il faut bien garder en tête qu'il y a plein de possibilités. Moi, je sais que j'ai tendance à penser, surtout en cours de langue, à la solution en U, parce que j'ai la chance souvent de travailler avec des petits groupes et que j'aime bien avoir tous les élèves qui se voient et qui interagissent, moi être au milieu et pouvoir suivre un petit peu tout ce qui se passe. Mais c'est pas du tout la seule disposition possible. Donc, si on commence avec l'image qui est ici en haut à gauche, on a le plan de classe qu'on appelle en autobus, parce que ça ressemble un peu à la disposition dans un bus qui est le plan classique de classe avec les élèves en file et face au professeur et les uns derrière les autres. Donc ce plan de classe, et cette planification de l'espace est très intéressante quand on travaille tous ensemble ou tous individuellement avec le professeur qui dirige ou avec des choses qui sont projetées au tableau ou des choses qui sont écrites au tableau. On va avoir besoin que tous les élèves puissent regarder la même chose en même temps ou pour des travaux individuels. Ça peut très bien fonctionner. Ensuite, à côté, on a la disposition en atelier, ou qu'on peut aussi appeler en îlot ou en petit groupe, où là, on va justement faire en sorte d'avoir des petits ateliers de travail. Et on peut imaginer que sur chaque table, sur chaque groupe, pour chaque groupe, on va faire des choses différentes. En fonction de là où se situent les élèves, ils vont pas forcément faire la même chose. Et on peut imaginer qu'au cours d'une séance, les élèves se déplacent en fonction de ce qu'ils ont besoin de faire, ou ce qu'ils ont envie de faire, ou ce qu'ils sont capables de faire. On peut imaginer plein de choses différentes. Ensuite, on a la disposition donc en U ou en L. Ici, donc ça peut être un U et des L autour, ça peut être deux U les uns dans les autres, en fonction du nombre d'élèves que vous avez, en fonction de la disposition de la salle aussi. C'est pas toujours facile de faire exactement ce qui est indiqué ici sur le schéma. Et là, on peut imaginer que c'est intéressant quand justement le professeur est au centre ou qu'un élève est au centre et doit créer une interaction pour que les élèves se voient, puissent communiquer entre eux, etc. Donc ça sera intéressant aussi. Et ensuite, on peut imaginer quelque chose de mixte, avec certains élèves qui sont un peu en autobus, des groupes qui sont en U, en L, des groupes qui sont en atelier, etc. Donc voilà, première chose à garder en tête, c'est de bien penser à comment est-ce que je vais disposer ma classe en fonction des différentes choses que je veux proposer aux différents élèves. Donc ça, c'est la planification de l'espace. Ensuite, on a la planification dans le temps aussi. Dans les différents, pas vraiment planification dans le temps, mais plutôt la planification de différents temps, différents moments qu'on desquels on va pouvoir alterner en fait. Donc on va pouvoir avoir des moments en autonomie, des moments en groupe, des moments individuels, des choses et des activités qui vont se faire pendant la classe, des choses et des activités qui vont se faire en dehors de la classe. Donc ça peut être à la bibliothèque, ça peut être à la maison, voilà, et on va pouvoir combiner un petit peu tout ça. Je vous ai mis ici des extraits du guide pédagogique je crois que c'est le niveau 1 les blogueurs. Euh, et vous voyez très bien que dans le guide pédagogique, dans lequel vous avez des suggestions de comment mener les activités qui sont proposées dans le livre, et ben dans tous les cas, dans ces suggestions, on vous propose plein de dispositions différentes, puisqu'on dit vous avez la proposition de binôme, de travail individuel, demandé à la classe, donc ça veut dire devant toute la classe, en groupe classe, et vous avez des propositions aussi de travail à réaliser avant de commencer, avant de venir en classe. Voilà, donc dans le guide pédagogique, vous êtes déjà beaucoup aidé sur cette planification des différents temps, ce qui va permettre d'alterner, de varier pour que chaque élève puisse, à un moment donné, y trouver son compte. Puisqu'on l'a vu, il y a des élèves qui travaillent très bien tout seuls, d'autres qui ont besoin de travailler en groupe, etc. Ensuite, on va pouvoir planifier un peu les besoins.
Et pour ça, si vous utilisez la collection les blogueurs, j'ai du mal à prononcer ce mot, les blogueurs, vous avez une évaluation diagnostique qui est toute prête, que vous pouvez télécharger, que vous pouvez proposer aux élèves, ce qui va permettre au début de l'année, par exemple, ou au début d'un nouveau cycle, de faire une petite évaluation pour savoir où en sont les élèves et nous pouvoir comprendre quels sont leurs besoins à chaque élève ou les regrouper un peu pour pouvoir comprendre où ils en sont et donc pouvoir planifier les différents besoins. Donc l'avantage, c'est que vous avez, il y a 5 niveaux des blogueurs, donc vous avez 5 évaluations diagnostiques qui sont toutes prêtes, avec lesquelles vous pouvez commencer l'année pour pouvoir déjà faire un peu un point, prendre la température du groupe et voir un petit peu où sont les problématiques ou tout ce qui a été acquis ou pas. Ensuite, on passe à la deuxième groupe de solutions et d'outils. On va pouvoir regrouper les élèves. Donc, on a vu qu'il y a plein de manières de regrouper les élèves. Déjà, on peut travailler en classe entière. Ça, on peut le faire. Donc, ça veut dire s'adresser au groupe classe, ce qui va permettre aux élèves de s'écouter entre eux. Ça va permettre que chaque élève puisse parler à son niveau. Certains vont pouvoir donner des réponses assez complètes avec plein d'éléments, etc. D'autres vont pouvoir répondre avec un mot, vont pouvoir répondre à une question. Ça permet aux élèves aussi de découvrir ensemble, consolider les connaissances linguistiques, réviser, pour le professeur prendre aussi un petit peu la température et mettre en commun. Et ça, c'est un moment qui est assez idéal au début d'une unité. Ça va nous permettre, donc au début d'une unité, ici je vous ai mis les premières pages de l'unité 4 des blogueurs 1, niveau 1. Et vous voyez qu'à chaque fois, au début de l'unité, on pose les objectifs, on rencontre notre adolescent francophone, on a une grande photo de la ville où il habite, ce qui va nous permettre de mettre en commun, de démarrer tous ensemble cette unité, de savoir où on va, dans quelle thématique, etc. Euh, Ensuite, on peut faire des groupes homogènes, des groupes qu'on appellera homogènes, qui sont des groupes où tout le monde a un peu le même profil. Donc ça va permettre de travailler par exemple ensemble sur des compréhensions écrites ou des compréhensions orales, de faire des recherches par exemple pour un exposé, d'accomplir un projet, de se corriger collectivement, de communiquer tous ensemble en français et dans un contexte d'interaction plutôt authentique. Donc ça, ce serait pour un groupe homogène. On peut faire aussi des choses avec des groupes plutôt hétérogènes, où à l'intérieur d'un même groupe, on met des élèves qui ont des problématiques, des élèves qui ont un bon niveau, des élèves qui ont certaines compétences et pas d'autres, ce qui va permettre de créer une certaine complémentarité. Donc ce genre de regroupement va permettre d'élaborer des projets, va permettre de développer du tutorat aussi entre les élèves. Et en réalité, ce genre de regroupement permet aussi de préparer à l'immersion, ça permet de préparer à une situation plutôt authentique, puisque dans la vraie vie, on parle avec des personnes très différentes, qui ont des manières de s'exprimer, des manières de réfléchir et des difficultés. Chacun et chacune a ses propres difficultés. Et enfin, on peut proposer aussi des travaux individuels. Euh, et ça, par exemple, un très bon exemple, ce sera dans les blogueurs. Vous allez retrouver très régulièrement des auto-évaluations. À la fin de chaque unité, on a un moment, une possibilité d'auto-évaluation, ce qui permet à l'élève individuellement, cette fois, de se situer dans son apprentissage, d'améliorer sa compétence de production, par exemple, ce qui va pouvoir se préparer seul à la production orale ou écrite. Travailler la phonétique, c'est aussi un moment où on va pouvoir travailler la phonétique quand on est tout seul, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui n'est pas forcément évident de travailler à plusieurs. On va pouvoir se préparer aux examens aussi, puisque les examens, pour le moment, sont toujours, en tout cas les examens officiels, sont toujours individuels. Et puis les temps aussi individuels permettent peut-être aussi une interaction en tête-à-tête avec l'enseignant, ce qui est un moment privilégié. euh, alors privilégié pour l'apprentissage, parce que parfois les élèves ne le voient pas du tout comme un moment privilégié, mais voilà, ça peut permettre d'avoir une correction directe, rapide, etc. Et ça, on va pouvoir le faire parce que on a regroupé les élèves à d'autres moments et donc on peut avoir des temps individuels avec les élèves, même quand on a une classe de 20, 25, 30 élèves. En travaillant avec des petits groupes à qui on donne des tâches différentes, ça nous permet de réserver un petit peu du temps aussi individuel avec les élèves.
Enfin, dernière catégorie d'aide et de ressources, ça va être justement aider. Aider les élèves. Alors, aider les élèves, on peut par exemple commencer par leur donner des ressources. Et ça, c'est quelque chose que vous allez beaucoup trouver dans la collection des blogueurs. Dans chaque leçon, sur le côté, les élèves disposent dans ce qu'on appelle encarts, donc de petites boîtes avec le lexique, la grammaire dont ils ont besoin pour pouvoir faire les activités. Donc ils vont pouvoir les utiliser directement puisque c'est là. On dispose aussi de cartes mentales qui permettent de récapituler tout le lexique de l'unité et de l'utiliser, de le mémoriser et voilà, de l'avoir sous la main sans problématique de définition, de traduction, etc. Puisqu'avec l'aide de l'image, on a accès comme ça au sens de manière très rapide. Bien sûr, on a aussi le précis grammatical ou en tout cas des explications grammaticales à d'autres moments pour les élèves qui ont besoin d'avoir plus d'explications grammaticales. Dans la collection Diaporama, on a aussi une carte mentale sur de lexique, donc on réutilise cet outil parce qu'on sait qu'il fonctionne très très bien. Donc voilà, donc première possibilité pour aider les élèves, c'est de leur donner des ressources. Alors, on peut donner les mêmes ressources à tous les élèves en se disant que chaque élève piochera dans ce dont il a besoin, ou on peut décider de donner des ressources à certains élèves, de donner différentes ressources en fonction des élèves. L'objectif, c'est qu'avec ces ressources, ils puissent arriver au même objectif tous, en fait. Donc, certains élèves auront pas de ressources, mais arriveront à l'objectif. Certains élèves auront un peu de ressources et ça leur permettra d'arriver à l'objectif. Et certains autres auront besoin de beaucoup plus de ressources parce que problématique de mémorisation, par exemple. Donc, le fait d'avoir la carte mentale de lexique sous les yeux va leur permettre de réaliser la même activité et d'arriver au même résultat. Donc, première possibilité, donner des ressources. Deuxième possibilité, différencier les activités aussi. Donc, un exemple, dans les blogueurs, on va retrouver deux formats d'évaluation pour chaque niveau, dans les blogueurs et dans Diaporama d'ailleurs, dans les deux. Pour chaque unité, vous avez une évaluation qui est toute prête, qui est prête, clé en main, qui est voilà, prête à utiliser. Vous n'avez plus qu'à l'imprimer et à la distribuer aux élèves. Mais vous pouvez choisir un format ou un autre à distribuer en fonction des élèves. Donc vous allez trouver l'évaluation classique et l'évaluation guidée. Ce sont les mêmes questions, on évalue sur les mêmes textes, sur les mêmes compréhensions orales, sur les mêmes objectifs grammaticaux, etc. Mais la forme de l'évaluation est différente. C'est-à-dire que dans l'évaluation guidée, vous avez un petit exemple ici, vous ne pouvez peut-être pas lire les détails, mais visuellement vous le voyez. Première activité, on dit il faut retrouver le nom de la fête sous chaque image pour l'évaluation classique. Et pour l'évaluation guidée, on propose trois solutions et il faut simplement associer le nom de la fête à l'image. Ça veut dire que dans l'évaluation guidée, il n'y a pas la nécessité d'écrire. Donc pour les élèves qui auraient des problématiques à écrire, ça va plus vite. Et on n'a pas besoin de se souvenir exactement du nom puisqu'on a trois possibilités. Donc ça permet d'évaluer la même chose mais de différentes manières. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme manière d'aider les élèves? On va pouvoir utiliser aussi des médias qui facilitent la compréhension, qui facilitent l'acquisition aussi. Donc par exemple, dans les compréhensions orales, on va pouvoir choisir d'utiliser des audios à vitesse ralentie. Donc ça, vous allez le trouver dans l'espace numérique de Macmillan. Par exemple, dans la collection Les blogueurs, vous pouvez voir que vous avez les pistes audio et les pistes audio vitesse ralentie. Donc ça veut dire que c'est le même locuteur, mais qui a enregistré de manière beaucoup plus ralentie, avec des pauses, beaucoup plus articulées, etc. Ce qui permet éventuellement aux élèves qui ont plus de difficultés à comprendre l'oral, de pouvoir écouter la même chose, mais de deux manières différentes. Donc ça évite de les mettre en difficulté, en fait, ça facilite l'accès à la compréhension. Euh, voilà. Et alors oui, j'étais en train de réfléchir. Moi, ce que je fais souvent, quand je sais que mes élèves sont stressés par des compréhensions orales ou paniquent un peu quand je leur dis on va écouter un document, c'est beaucoup de stress, je commence par leur faire écouter la piste audio ralentie. Puis ensuite, à la deuxième écoute, on écoute à la vitesse normale, ce qui permet d'avoir déjà eu une première écoute un peu facilitatrice et à réduire le stress et à aider à accéder au sens.
Donc pour les blogueurs, vous avez ces deux solutions de piste audio normale ou à vitesse ralentie. Et pour toutes les autres collections, en fait, quand vous écoutez les audios directement sur la plateforme, vous pouvez choisir en fait plein de vitesses différentes. Comme on trouve aujourd'hui sur YouTube, par exemple, on a ce même genre de lecteur. Donc vous pouvez choisir d'accélérer la vitesse. Alors c'est très rare qu'on l'utilise en classe. Moi je l'utilise quand je prépare mes cours, j'écoute l'audio de manière accélérée pour accélérer ma préparation de cours. En général, pour les élèves, on va plutôt ralentir. Donc on peut choisir de ralentir à 0,75 ou à 0,5. Et l'avantage, c'est que le lecteur est bien fait dans le sens où ça ne transforme pas non plus le son. On n'a pas l'impression d'écouter quelque chose qui n'aurait plus de batterie ou quelque chose comme ça. Donc le son reste quand même très naturel. Donc voilà, ça va être des possibilités aussi pour permettre aux élèves d'accéder plus facilement au sens. Alors quand on a la chance d'avoir du matériel en classe, d'avoir différents dispositifs numériques, que les élèves dans une classe idéale aient accès à chacun à sa tablette et avec ses écouteurs, ou qu'on ait plusieurs ordinateurs avec des casques par exemple dans la classe, on va pouvoir proposer à différents élèves d'aller écouter différents audios à différentes vitesses en fonction de leur niveau. On va pouvoir leur proposer ensuite des questionnaires, comme je vous montrais, qui soient plus ou moins ouverts, plus ou moins facilités ou pas. Mais l'avantage avec ce genre de matériel, c'est que les élèves sont en train quand même de travailler les mêmes documents, les mêmes objectifs grammaticaux, les mêmes thématiques. On n'a pas des élèves qui travaillent sur l'histoire du Pérou et des élèves qui travaillent sur la biologie sous-marine. J'exagère bien sûr, mais vraiment, voilà, on fait la même chose, mais avec des médias différents, avec des questionnaires différenciés, avec des activités différenciées. Voilà. Ce qui permet quand même que petit à petit, ce groupe classe réussisse à se former et, euh, et puisse avancer ensemble vers la même destination. Si on reprend un peu la métaphore de nos animaux, voilà, chacun va trouver son chemin pour arriver à la même destination. Alors, pour terminer, je voulais vous rappeler quelques conseils, on va dire. Parce que quand on a des classes très hétérogènes, on est face à des problématiques très grandes et on voit bien, parmi les idées que j'ai pu vous donner, que ça peut aussi nous demander beaucoup de travail de créer tout ce matériel. C'est pour ça aussi que je vous montrais toutes les possibilités de ces collections de chez Macmillan, puisque il y a énormément de matériel qui est déjà conçu et qui est clé en main, qui est déjà différencié, etc. Mais l'idée, ça va être de commencer petit à petit à gérer l'hétérogénéité de nos classes. Déjà parce qu'il faut apprendre à connaître les élèves, il faut comprendre de quoi ils ont besoin, ce qui n'est pas toujours évident. On peut, dans un groupe, avoir besoin de A et B, et dans un autre groupe où on a l'impression de faire la même chose, avoir besoin de X et Z. Donc voilà, ça peut être assez différent. Ensuite, commencez aussi par utiliser le matériel qui est mis à votre disposition, donc justement ces évaluations différenciées, ces, ces audios ralentis, tout le matériel dont je vous ai parlé permet déjà d'avoir une base et ça nous donne aussi quelques idées. Ensuite, il faut tâtonner un peu, il faut essayer différentes choses. Des choses qui fonctionneront avec certains élèves ne fonctionneront pas avec d'autres. Des fois, on pense à quelque chose miraculeusement, mais ça ne fonctionne pas avec un autre. Donc voilà, il faut tâtonner, s'entraîner, essayer, etc. Et bien garder en tête que malheureusement, on ne peut pas faire de miracle, il n'y a pas de miracle, mais on a plein d'outils et surtout garder en tête l'idée d'essayer de varier au maximum les ressources, les activités, les outils, les formes, les regroupements, etc. C'est pour ça que je vous faisais un petit peu comme ça cet inventaire des possibilités à garder en tête. Et puis je vais terminer avec cette phrase qui me semble assez claire aussi, d'un sociologue qui disait que deux individus n'ont jamais exactement le même parcours éducatif, même s'ils se tiennent par la main durant des années. Donc nos élèves qui vont rentrer en primaire ensemble, même s'ils sont dans la même classe, dans la même classe, dans la même classe, jusqu'à la fin du secondaire, donc avec les mêmes profs, les mêmes activités, etc., ils n'auront pas du tout le même parcours éducatif, ils n'auront pas le même ressenti, ils n'auront pas mémorisé les mêmes choses, ils n'auront pas appris les mêmes choses. Dans tous les cas, ils sont différents et nos classes, dans tous les cas, sont hétérogènes.
Voilà, c'était un peu rapide, une demi-heure pour parler de l'hétérogénéité en classe. C'est un très vaste sujet, mais je gardais volontairement un petit peu de temps pour répondre à vos éventuelles questions. Je ne sais pas si vous en avez. Et en attendant que les questions arrivent, je vous laisse ce petit QR code dont parlait Antonio au départ. N'hésitez pas donc soit à écrire vos questions, soit, je ne crois pas que vous puissiez allumer vos micros, à vrai dire. Voilà, si vous le souhaitez, on va vous laisser ce QR code pour le flasher depuis votre téléphone. Mais sinon, je vais mettre de suite le questionnaire sur le chat. Comme ça, vous pouvez y accéder aussi ou laisser juste l'onglet ouvert. Et pour répondre juste à trois petites questions rapides, ça vous coûte 10 secondes pour nous donner votre avis sur le talier. Donc voilà, merci Amandine pour cet atelier. C'est vrai que c'était un format, on n'est pas très habitué à ces formats tellement courts parfois, nous, parce que le sujet, effectivement, c'est assez vaste, mais à cette heure-ci, je pense qu'on remercie tous de finir à 19h30. Oui, Voilà. c'est clair. Donc, il n'y a pas eu de questions pendant l'atelier. Et donc, je vous rappelle juste que vous recevrez la semaine prochaine l'enregistrement de la séance, ainsi que les documents, les exemples de l'atelier qu'a pu donner Amandine. Et voilà, sinon, s'il n'y a pas de questions, je pense qu'on peut mettre fin à la séance. Et, euh, et je vous remercie, voilà, d'avoir participé ces soirs à cet atelier. Un grand merci à toi aussi, Amandine, hein. Merci beaucoup Antonio, avec grand plaisir. Et voilà, n'hésitez pas à poser vos questions, sinon on coupe et on aura d'autres occasions pour en parler. Voilà, sur les géants du fleuve, comme d'habitude. Sinon, on continue sur ce festival Magulin dément et après-dément avec d'autres séances. N'hésitez pas à vous inscrire si vous le souhaitez. Il y a d'autres thématiques en espagnol, hein, qui sont sympas aussi à découvrir. Voilà. Merci à tous et Merci à beaucoup. bientôt. Let's go.